Nous sommes le 1er septembre et la Commission électorale nationale indépendante vient de convoquer le corps électoral pour la présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Alors, élection 2023, Denis Kadima est-il dans le bon? Écho des provinces, comment participer au développement de sa province sans que cela ne soit assimilé à du communautarisme, à un répit identitaire, au tribalisme? Et aujourd'hui, focus sur la province du Kasaï central. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Pour aborder ces deux sujets, nous avons le plaisir de recevoir Jean Bonheur Kongolo Pandé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Mouadia. Alors vous êtes président de l'Alliance de citoyens congolais engagés pour la République, ACER. Effectivement. Un parti politique, membre du regroupement de la plateforme Les Progressistes de Samy Badibanga. Effectivement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, il est sénateur pendant cette législature et il continue aussi à nous présider dans le présidium de notre regroupement et nous sommes toujours attachés au chef de l'État pour accompagner les mandats qui sont en train d'être achevés et puis préparer les élections de décembre que nous souhaitons tous voter haut la main. Le deuxième mandat de notre Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'espère juste après aussi, peut-être après 2 ou 3 émissions, recevoir Samy Badibanga parce que certains n'ont jamais compris pourquoi il a laissé la première vice-présidence du Sénat. Il laisse le Sénat et puis il devient sénateur simple alors qu'il était premier vice-président. En fait, est-ce que vous avez une idée de pourquoi il a... En fait, honorable Samy Badibanga a juste démontré de valeurs démocratiques incarnées par Etienne Tshisekedi dans le souci de faire avancer les institutions de la République parce que vous avez observé ensemble avec nous tous, il y a eu la rupture entre les FCC et les CACH. Et il a fallu donner les institutions des animateurs différents pour continuer la res republica. Et lui, dans ce qu'il avait comme esprit, il a préféré... Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Bon, il s'est donné pour la démocratie, pour les institutions, afin de donner au Sénat d'autres personnes au sein de la famille politique du chef de l'État pour mieux gérer. Mais néanmoins, il est toujours consulté par le chef de l'État. Comme vous avez vu, le dernier voyage du chef de l'État à Kananga, il avait accompagné le chef de l'État par rapport au contexte du Grand Kasaï pour un peu faire des dialogues à la fois communautaires et aussi d'élite, afin de voir comment nous pouvons pacifier le Grand Kasaï dans son ensemble. Il faut dire, on en parlera, mais il reste, ça c'est une preuve, Samy Badibanga reste à l'atout-majeur dans l'appareil stratégique de Félix Tshisekedi, mais je crois qu'on va quand même l'inviter pour qu'il nous parle de progressistes, peut-être pourquoi il n'est pas rentré et retourné à l'UDPS. On aura quand même beaucoup de questions à poser à Samy Badibanga, mais aujourd'hui on reçoit Jean Bonheur Kongolo, donc membre de l'Union Sacrée, mais également avant, vous êtes candidat député national pour la circonscription électorale de Ndemba au Kasaï central. Ndemba, c'est un territoire. On va en parler, mais bien avant d'être candidat, vous avez longuement travaillé dans des institutions pour moi, la politique étrangères ou dans des ambassades. Parlez-nous un peu de cette expérience. Oui, je viens de la communauté internationale où j'ai servi pendant 19 ans. Et mon tout dernier poste, c'est au niveau de l'ambassade de Suède où j'ai géré le programme gouvernance et droits de l'homme, ainsi qu'appui institutionnel et aussi appui aux organisations de la société civile. En fait, traverser vers la politique active congolaise, il était temps parce que moi je ne trouve pas la politique comme une profession, mais plutôt comme une opportunité à amener les expériences, les acquis que nous pourrions en avoir dans notre curriculum professionnel, afin de donner ça au niveau de la politique pour transformer des lois qui adaptent au contexte de notre développement, de notre devenir, parce qu'aujourd'hui, comme nous tous nous savons, nous souffrons de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et aussi de la cohésion interne au niveau des acteurs nationaux de notre politique. Donc nous, moi en venant dans cette côté politique congolaise, c'est la première fois
Mais néanmoins, c'est une opportunité, une fierté nationale que je vais amener avec mon parcours de Norvège, Suède, États-Unis, Kenya, Soudan, Centrafrique, là où j'ai travaillé avant de rentrer dans mon pays. On peut sentir ce côté anglophone, mais on se demande, quelqu'un qui travaille 19 ans pour des institutions, des structures internationales, vous avez cette immunité, vous avez vos bases arrière assez solides. Effectivement. Non, mais vous auriez dû rester là-bas parce que là, dans l'arène politique congolaise, on sait comment ça se passe. Bon, il y a toutes ces années, j'ai géré des questions liées à la gouvernance. Et comme vous savez, l'Afrique et le Congo en particulier, nous avons toujours cette problématique de la gouvernance publique. Et la notion de la redevabilité, de la transparence, de la lutte contre la corruption, la rétrocession des biens communs pour que ça puisse servir au service de l'État, pour que l'État soit en mesure ou capable de fournir des services nécessaires à ses citoyens afin de s'épanouir, ça pose toujours des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui encadrent ce que les autres ont toujours tendance à dire, la mauvaise gouvernance. Parce que la population, quand ils vont au niveau des urnes, ils espèrent avoir un leadership qui va respecter ces aspirations. Mais néanmoins, au Congo, nous n'avons pas encore des institutions fortes pour imposer une sorte de gouvernance à des individus qui peuvent succéder d'une manière démocratique aux institutions. Ce qui pose problème à deux fois. C'est tout un problème des lois héritées par les systèmes colonialistes, parce que nos lois ont été créées pour servir les rois belges et ses amis, et nous l'avons hérité depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines lois qui ne favorisent pas cette gouvernance que la population souhaite voir. Au-delà de ça aussi, il se pose aussi le problème de la méfiance interne au niveau des animateurs et de la population. La méfiance, ça handicape aussi à n'importe qui va gouverner notre pays à toujours avoir des pesanteurs négatifs vis-à-vis de sa volonté pour émerger notre nation. Or, si la méfiance persiste au niveau des institutions comme l'Assemblée nationale et le Sénat, ça devient tout à fait impossible pour faire des réformes importantes pour développer toute une nation. Donc vous venez avec cette expertise-là de quelqu'un qui a évolué en international autour de l'orthodoxie, de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Effectivement. Mais vous savez que dans notre pays, on va en parler tout à l'heure, on ne vote même pas tout ça. On ne vote pas tout ça. On n'a que faire de tout ça, gouvernance. On vote parce que vous êtes proche de ma tribu, de mon ethnie. C'est ça, le vote est avant tout tribal. Est-ce que vous avez tenu compte de cette donne-là? Bon, notre démocratie, elle est sociologique. Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes encore loin dans notre démarche démocratique. Mais néanmoins, des personnes qui sont élues ou des personnes qui sont nommées dans des postes nominatifs, nécessairement, il doit y avoir des personnes qui ont quand même une expertise pour savoir comment négocier au nom de l'État et garantir les intérêts de l'État pour que ces intérêts, que ce soit politiques ou économiques ou culturels, ça puisse réellement se sentir au niveau de la population. C'est la partie importante dans notre démocratie. Parce qu'en dehors des postes électifs, il y a aussi des postes nominatifs. C'est les choix des animateurs, c'est les choix des acteurs qui posent maintenant problème partant de notre démocratie sociologique africaine ou congolaise, où nous devons toujours tenir compte des géopolitiques partant de nos régions et non de nos compétences. Mais oui, ça aussi, il faut que ça cesse. On va parler de votre candidature, pas parce que nous sommes déjà en campagne. Non, 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 non. Il y aura des émissions élaborées. Ce n'est pas encore le moment de la campagne électorale. On va parler, mais entre le moment où vous quittez votre poste au niveau de ces institutions internationales, vous avez évolué, et le moment où vous venez de vous déposer votre candidature, vous êtes essayé au niveau de la CENI, vous avez voulu devenir présidente de la CENI. Oui. C'était un rêve un peu fou, quoi. Bon, pas du tout. Vous n'aviez pas d'appui, vous n'étiez pas connu, vous aviez peut-être un petit agenda, mais bon, c'était compliqué quand même.
partant de ma position à l'époque à la communauté internationale, j'ai travaillé, donné l'appui institutionnel au niveau de la CENI, depuis Malumal jusqu'à Corneille Nangaa. Et après Corneille Nangaa, beaucoup de personnes qui m'ont sollicité en disant que vous avez l'expertise pour gérer la CENI, raison pour laquelle j'ai pu postuler dans ces postes. Bon, la chance a souri à Denis Kadima et nous le souhaitons bienvenue. On va parler de Denis Kadima. Et tout ce qu'il fait, nous sommes contents parce qu'il donne quand même le meilleur de lui-même, partant de notre contexte. On parle tout à l'heure de Denis Kadima. De quoi qu'il a déjà trouvé dans le processus électoral, mais néanmoins, il faut jeter de fleurs. Ne commencez pas tout de suite à jeter de fleurs, on se calme. On se calme un peu. Je sais de quoi je parle. Oui, on va parler de ça en détail. Je ne suis pas fanatique de lui, mais je l'observe, sa façon d'agir, et il mérite. Vous êtes un expert, on va parler de ce processus et comment est-ce qu'il est conduit par Denis Kadima. Donc vous êtes là, vous êtes dit, j'essaye d'abord du côté de la présidence de la CENI. Si ça ne marche pas, je vais déposer ma candidature. Donc vous aviez votre plan B, quoi. Non, j'ai senti à moi qu'il était temps. Il est temps d'immigrer du côté des institutions congolaises que d'émigrer dans les institutions internationales. Parce que j'ai senti que j'ai plus à donner au niveau des institutions congolaises que d'émigrer à traiter des mêmes questions que je l'ai traitées depuis 19 ans. Et raison pour laquelle j'ai dit que au niveau de la CENI, je pourrais ramener quelque chose de différent. Parce qu'il y a des réformes sur la loi électorale, moi je pense qu'il y a beaucoup à retoucher pour que nous puissions simplifier notre mode électoral. L'actuel mode... Mais là, ce n'est pas la CENI, c'est l'Assemblée nationale qui a voté cette loi. La CENI, elle est... Qu'est-ce qu'aurait pu faire la CENI? Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas encore commencer à jeter des fleurs. Elle est organe technique. Elle est organe technique, institution en appui à la démocratie. Et elle a des matières plus à donner au niveau du gouvernement et au niveau de la législature pour que nous puissions simplifier notre mode électoral. Et là, Kadima ne l'a pas fait? Non, il ne pouvait pas le faire parce que, premièrement, il est venu au bureau et c'était déjà 6 à 7 mois de retard partant du processus du calendrier tel que défini par notre Constitution. Donc, ce ne sont pas des réformes qu'il fallait seulement faire à l'immédiat. C'est des réformes qu'il faut faire en long terme pour que nous puissions vraiment avoir des systèmes de mode électoral simples, moins chers, accessibles seulement à des personnes qui ont des ambitions de concourir à des postes électifs. Je vous donne par exemple l'exemple de l'essai sur la recevabilité. Est-ce que vous savez que c'est hors du contexte? Parce que parmi des candidats qui se trouvent dans les listes de 20 quelques mille, de 23 000 et quelques publiés ou retenus, et vous savez qu'il n'y a pas plus de 2% qui sont prêts pour vraiment être des candidats électifs. Comment ça? Vous vous basez sur quoi? Non, parce que les regroupements et des partis politiques, ils sont agis en fonction de la loi, qui l'oblige d'atteindre les seuils de recevabilité. Donc ils prennent n'importe où, n'importe comment. On doit prendre n'importe qui pour juste atteindre ces seuils-là. Parce que nous voulons concourir au niveau, nous voulons aller aux compétitions. Mais tout le monde savent qu'au sein de ces personnes alignées, il n'y a pas 25% qui sont prêts avec leurs propres moyens, leur propre base électorale pour répondre à ce rendez-vous. La preuve en est que vous allez voir pendant les résultats du deuxième seuil, celui des scrutins exprimés. Et vous serez surpris qu'il y ait beaucoup de regroupements sur les 26 retenus au niveau national. Il y aura peut-être 10% de ces partis politiques et regroupements qui vont faire sortir des députés élus et qui vont répondre au niveau de la loi. Oui, c'est nos lois qui répondent, qui donnent le miroir de notre système électoral, qui ne favorise pas néanmoins cet rajeunissement de la classe politique que nous voulons, et aussi qui maintient encore cet statu quo des politiciens qui vont continuer toujours à monopoliser ce pouvoir public et décider au nom de milliers et de centaines de Congolais qui sont pas d'accord sur la gouvernance publique tâtonnée
à des prises de décision. Vous savez que vous êtes en train de remettre un peu en question la loi électorale. On ne va pas refaire le débat autour de la loi électorale, mais c'est une loi qui a été votée par la majorité que vous soutenez. Oui. Donc c'est un peu la faute à Tshisekedi. Il ne veut rien changer. Non, pas du tout. Il ne veut pas changer. C'est sa majorité qui a voté l'institution, la présidence. Oui, mais sa majorité, c'est la majorité parlementaire. Il a une mainmise, il ne faut pas conclure. Hein. Non, effectivement, mais remonter directement à lui, c'est aller au-delà de ses responsabilités. Mais moi, je pense que c'était la responsabilité citoyenne. Au niveau, même au niveau de l'ECOFIN ou de PAJ comme commission, oui. Les experts qui ont travaillé là-dessus, ils ont travaillé à arrache-pied. Parce que notre grand problème partant de notre démocratie, c'est le problème lié à la Constitution. La Constitution a chronométré le temps des élections. Et encore heureux. Tant que ça n'a pas bougé, encore et avec le contentieux de poste électoral, il y aura toujours des retards pour que nous puissions bien faire des réformes, afin que nous puissions avoir des lois et des systèmes électoraux adaptés à notre contexte. Ça va prendre du temps. Ce n'est ni la faute de la CENI, ni celui de l'Assemblée nationale, non plus pour le chef de l'État. Mais plutôt, c'est le facteur temps. Parce que si nous voulons travailler, effectivement, parce que si nous voulons travailler en long terme, ça va faire ce que vous appelez ici communément appelé glissement. Or, le glissement n'est pas le bienvenu ni aux côtés de la population, ni aussi de l'opposition. Mais on pouvait également commencer ce travail un peu plus tôt. Jean Bonheur Congolo, le président de la République, jadis opposant, s'était toujours insurgé sur cette façon de faire. La loi électorale, tout le temps que Kabila a été décoré, on pensait qu'une fois qu'il sera au pouvoir, il allait changer cette façon. S'il manque de planification, vous arrivez au pouvoir, vous pensez directement il y a des pièges constitutionnels que, même si vous avez la volonté, sur l'espace et le temps, ça va toujours vous limiter. Parce qu'après les élections, le bureau de la CENI, tel qu'elle est là, elle n'a que 5 ans. Après 5 ans, il faut encore commencer les élections. Et vous savez, chez nous, quand on parle des élections, ça prend le temps que ça a pris. Pour que Denis Kadima arrive, qu'on ait un appart, ça a pris 2 ans. Tout ça, c'est des temps qu'il fallait capitaliser pour vraiment aller au fond de notre système électoral et puis chercher à le modifier. D'où la nécessité d'avoir un bon management à la tête du pays. Les jours, nous aurons la CENI qui sera dépendante du ministère du Plan comme dans d'autres pays. Cette possibilité devient maintenant une réalité parce qu'il n'y aura pas des élections au niveau des animateurs de la CENI. Pourquoi le ministère du Plan? Parce qu'ils vont devenir... Au ministère de l'Intérieur plutôt. Ah, okay. Oui, parce que partout ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère la CENI. Et la CENI, c'est juste un département du ministère de l'Intérieur. Mais chez nous, nous avons, partant de notre contexte, les belligérants ont préféré, en 2004, que la CENI soit vraiment indépendante de toutes les institutions. Et aujourd'hui, la CENI dépend de lui-même, ministère de la Finance, au ministère de l'Intérieur, bref, du gouvernement. Pour certains de la présidence, mais bon, ça c'est pour certains. On parle de cette CENI de Denis Kadima. Nous sommes à moins de 4 mois des élections de 20 décembre 2023. Est-ce qu'il est dans le bon? On a vu, vous l'avez déjà jeté des fleurs, mais vous pensez qu'il va tenir, il va réussir à organiser les élections? Il est déjà dans le bon dans le sens, il a appelé l'école électorale pour les députés provinciaux, national et municipal. Et ils ont évalué pour les municipales que ça ne valait pas la peine au niveau du territorial, ils se sont limités au niveau de ville. J'ai trouvé ça réaliste. Et, ça ne va pas en dehors de la loi? Aujourd'hui, en dehors de la loi, le fait maintenant que la CENI puisse lever d'elle-même l'option de ne pas organiser des élections rien que dans des chefs-lieux. Est-ce que ça relève de la CENI? Je pense que ça relève à lui parce que c'est lui qui a publié le calendrier électoral. Et le fait de le faire, je pense qu'il avait consulté aussi le Parlement parce qu'il y a des contraintes importantes au niveau des territoires et des secteurs de notre pays qu'il faudra aussi tenir compte. Donc, on aura dans les chefs-lieux des conseillers municipaux élus. Oui.
Et dans les secteurs, ce seront des personnes qui seront nommées. Effectivement. Nous devons continuer comme ça. On a deux systèmes dans un même pays. C'est la balkanisation que la CENI officialise là, non? Non, je ne pense pas que c'est la balkanisation au moment où c'est une décision nationale et non particulière vis-à-vis de la gestion de la cité. Et comme vous savez, au niveau des les grands problèmes qui se posent au niveau des élections municipales, c'est toujours lié sur les contentieux. Est-ce que les contentieux électoraux post-élection, ça va se dérouler à quel niveau? Vous comprenez? Ça aussi, il y a un problème. Est-ce que nous avons des cours et tribunaux au niveau du territoire pour que ça puisse résoudre ces problèmes? Non. Est-ce qu'il faudra quelqu'un de Maindombe, Nyoki ou vers fond là-bas, quitte là-bas pour venir à Kinshasa pour protester contre un candidat qui a été abusivement ou délibérément fait élire par rapport à lui? Tout ça sont des questions que la loi n'avait pas vraiment bien organisées. Raison pour laquelle moi j'ai trouvé que c'est tout à fait logique qu'on puisse asseoir d'abord pour des postes municipaux qui se trouvent au niveau du territoire du secteur, parce que nous savons nous tous que même chez moi en Demba au territoire, il n'y a pas une cour de tribunaux sur place. Il faudrait ramener tout le monde à Kananga pour être jugé. Maintenant, vous imaginez quand il y aura des protestations post-électorales, comment ça sera géré? Oui. Une gestion quand même assez hasardeuse aussi de ce côté-là. Pour moi, c'est en tant qu'expert dans ce secteur-là, je pense que c'est un argument solide qu'il fallait arriver à cela. Mais ouais, vous carrément dire qu'il n'y aura pas d'élection municipale. Hein? Pourquoi avoir deux systèmes dans un pays? Même si les raisons que vous avancez semblent être fondées, mais quand même dans un pays qui souffre de la gouvernance, d'une gouvernance qui marche à tâtons. Bon, la démocratie congolaise, à double vitesse, donc là, ils sont des élus, là, ils ne sont pas... Elle n'est pas encore mature, elle est en progression. Et vous vous rappelez, même dans le passé, en 2011, 2015, il n'y a pas eu des élections provinciales où les députés étaient censés rester jusqu'en 2018. Donc, c'est cette maturité politique de nos populations et de nos leaders politiques que moi j'admire, dans le sens où il faut comprendre que le pays que nous possédons n'est pas trop petite pour la gérer facilement. Elle peut à tout moment changer du côté positif à négatif ou négatif à positif facilement. Donc, il faudrait jauger tous ces paramètres avant de décider. Avant de décider, on continue. Pour vous, Nanga fait du bon boulot. Et Nanga, que dis-je? Kadima, oui. Denis Kadima, il tient le cap, il fait du bon boulot, rien à redire, rien à reprocher. Il fait ce qui lui confère par les calendriers et les processus. Il fait ce que vous auriez pu faire. Oui, une fois président, parce que vous avez... Même moi, si j'étais... Vous, président, vous alliez faire de la même façon. Effectivement. Pourquoi? Parce que, vous savez, si nous dépassons le 20 décembre, nous tombons sur ce que nous rejetons, nous décourageons, les dialogues nationaux. Oui. Parce que chez nous, quand on parle de dialogue, c'est distribution de postes, partage des revenus nationaux, les peu qu'on pouvait injecter pour le développement, ça commence à être utilisé par des protagonistes, parce qu'il doit d'abord suffire de leur famille politique et biologique et non pour la nation. Raison pour laquelle nous disons, avec l'expérience des dialogues répétés, ça ne sert à rien. Mieux vaut aller en décembre voter, avoir des institutions légitimes et légales, que de nous patauger avec des questions de crise de légitimité au moment où nous tous nous avons souffert de ça, de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Mais nous devons passer cette page pour ouvrir une autre page. Pour une autre page, on se dit, certains sont en train de se dire, oh, l'actuel pouvoir, parce que vous êtes de l'Union sacrée et qui est aujourd'hui en train de gérer le pays, veut à tout prix garder la main, garder le pouvoir, au détriment même de l'intégrité du pays. Donc les élections avant l'intégrité nationale.
les élections, alors qu'on sait qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Madame Odia, la politique n'est pas la religion, n'est non plus des associations socio-culturelles. Nous sommes retrouvés dans des partis politiques pour conquérir le pouvoir. Et pour le conquérir, il faut avoir plus de stratégies possibles. Et la démocratie l'autorise. Nous sommes au niveau de la ruse, de la malice, on peut préserver le pouvoir longtemps possible tant qu'elle est gérée conformément à la Constitution. Mais vous allez gérer quel pays? Oui. On veut bien, vous voulez conserver le pouvoir pour gérer une partie du pays? Non, pas du tout. Pour gérer la totalité du pays. La totalité du pays. Jean Bonheur Pandé, oui. Kabila, et ça c'est une question que je pose régulièrement à tous ceux de l'Union Sacrée que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Kabila de Rose ou de Triste, de Rose, non, bon, bref. Kabila qui a passé le pouvoir, oui. qui a organisé les élections. Vous alléguez un pays qui était uni. Aujourd'hui, c'est un pays divisé, mais vous voulez à tout prix aller aux élections dans des conditions comme ça. Vous parlez à quelqu'un qui a travaillé pendant 19 ans, et sur 19 ans, 12 ans pour le contexte congolais. Et où Kabila était... Si l'opinion doit comprendre que Kabila a géré le pays dans son ensemble jusqu'à la fin de son mandat, c'est faux et archi faux. Okay. Parce que moi, personnellement, j'ai géré beaucoup des actions humanitaires à l'Est. Ceux qui nous regardent savent ce que je parle. Moi, personnellement, je savais aussi qu'il y a des zones où l'État n'existait pas depuis la chute de Mobutu. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas hérité la nation congolaise dans son ensemble. Mais il n'y avait pas un État étranger qui squattait chez nous, permettez-moi l'expression. Il n'y avait pas un État étranger. Quand on cite les 34 groupes armés étrangers, ils sont sur quel sol? Rwanda, Ouganda, Burundi? Non, ils sont au Congo. Mais quand ils sont au Congo, dans nos territoires, dans nos villages, et vous voulez dire que l'État congolais gère tous ces territoires-là? Non, c'est faux et archi faux. Ça a existé à l'époque de Kabila. Pour votre information, Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a laissé combien des accords de paix signés? Et il a signé avec qui? Ce sont avec ces groupes étrangers et milices, maïmaï, des citoyens congolais. Pourquoi il a signé? C'est parce qu'il n'était pas en mesure de gérer certains territoires de notre République où nos minéraux échappaient à son contrôle, chose que Félix-Antoine Tshisekedi a commencé à les reprendre jusqu'à ce que la renaissance du M23 est venue, parce que nous avons Grâce commencé... aux accords signés par Tshisekedi encore, donc il reprend la main, il resserre encore... ouais, c'est l'éternel recommencement en fait. Non, il fait ce que Kabila avait fait. Donc Kabila, Tshisekedi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet en fait. En fait, que ce soit Tshisekedi ou Kabila, les deux ou celui qui va venir après Tshisekedi, tant que nous n'avons pas résolu les problèmes de méfiance interne entre les acteurs politiques congolaises, nous aurons toujours habité à une faible gouvernance au niveau national, parce que la guerre que nous avons, le défi que nous avons pour gouverner notre pays, elle est d'ordre multinational et occidental. Okay. Donc, on nous mettra toujours des bâtons dans la roue pour que nous ne puissions pas réellement bénéficier de nos ressources, parce que nous en avons beaucoup et nous répondons toujours aux solutions mondiales à ce qui concerne les défis mondiaux. Vous y êtes pour beaucoup, vous avez contribué à la déstabilisation de notre pays, parce que vous avez travaillé, pas pour les multinationales, mais pour cette communauté internationale que certains estiment qui sont derrière les multinationales aussi. Non, dire que nous avons travaillé dans ce sens-là, c'est un peu discutable dans le sens où tout le monde sait qui est Jean Bonheur Kongolo Pandé. Ma position, même si quand j'étais dans la communauté internationale, parce que j'ai travaillé pour les intérêts de la RDC, même si j'étais dans la communauté internationale. Donc nous n'avons pas trahi la nation et nous ne les trahirons jamais. C'est pour cela que je vous dis, que ce soit Kabila ou Tshisekedi, même celui qui va venir après Tshisekedi, tant qu'il n'y aura pas la cohésion nationale entre les citoyens et ses dirigeants, il y aura toujours ce problème de négociation. Parce que c'est les rapports de force. Comment créer cette cohésion nationale? Cohésion nationale, il faut que nos dirigeants, nos gouvernants, que ce soit
ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans les institutions et de la société civile puissent avoir vraiment des dialogues francs. Mais vous ne voulez pas de dialogue. Vous avez dit dialogue, c'est partage de pouvoir. Vous ne voulez pas de dialogue, mais en même temps, il faut cohésion par le dialogue. Non, je ne parle pas de dialogue pour partager le pouvoir. Mais je parle les autres disent ça aussi. Ils parlent d'un dialogue pas pour partager le pouvoir. Vous leur prêtez des intentions. Ils peuvent dire ça, mais nous savons, après chaque audience d'une délégation qui part à Bruxelles, à Londres ou quelque part, ou même ceux qui viennent ici, nous avons toujours les narratifs qui viennent sous forme de télégrammes, qui donnent des positions de chaque composante. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais moi, je parle ici de dialogue sincère, où nous devons nous regarder en face en tant que Congolais. On le fait dans quel cadre? Oui, dialogue, vous ne voulez pas. Vous dites déjà le dialogue, c'est le partage de pouvoir. Mais en même temps, pour la cohésion, il faut le dialogue. Je vais prendre l'exemple du Kenya. Parce que j'étais au Kenya quand Arak Moi partait et Mwai Kibaki, qui lui a succédé, était sur place. Du fait qu'il avait déjà compris certaines jeux occidentales, multinationales vis-à-vis de la situation, et vite il a convoqué une réunion en dehors de la gestion quotidienne d'une nation. Que non, nous devons nous parler. Vous de l'opposition, qu'est-ce que vous reprochez à ça? Et chacun a parlé. Ensemble, ils se sont dit il faut réformer telle loi, telle loi, telle loi. Et sur base de ça, ils ont quand même récupéré ce qu'ils ont récupéré. Si vous allez aujourd'hui au Kenya, le Kenya que vous trouvez aujourd'hui est très différent de celui qu'Arak Moi a laissé. Parce qu'ensemble, ils ont compris que notre pays vaut mieux que nous, les individus. Et la meilleure façon de léguer pour des générations à venir, c'est celui d'un système politique qui ne nous divise pas, mais qui nous réunisse. Aujourd'hui même, au Kenya, vous savez, pour la situation de notre pays, il s'est posé problème entre l'actuel président avec l'ancien président Uhuru Kenyatta, parce qu'il y a eu des positions qui ont changé, Ruto et Uhuru, vous savez. Mais au-delà de ça, il reste des Kenyans et ils continuent à dialoguer pour se faire comprendre. Mais parce qu'ils se disent, ouais, on est des adversaires, on n'est pas des ennemis. Ici, chez nous, c'est différent. Chez nous, des hommes politiques respectueux tels qu'ils sont, ils partent dans des conciles, dans des capitales étrangères pour chercher à noyer l'autre. Chose qui ne se fait pas au Kenya. L'actuel président aussi a eu à faire ça à une époque. Hein. C'est ce que certains appellent le karma. C'est la nouvelle génération doit changer ça. Nous ne devons pas continuer à faire la politique. Au niveau du progressiste, au niveau de l'Union sacrée, est-ce que vous parlez de ça? Parce que l'actuel président, on se souvient, et à l'époque, vous étiez d'ailleurs, vous travailliez aussi dans des ambassades, donc vous saviez qu'il a eu aussi à faire ce que vous dénoncez ici. Je dénonce pour des générations à venir que moi et les autres, nous devons incarner. Mais vous cautionnez pour l'actuel. Nous ne devons pas faire... La rupture doit commencer quelque part. Oui, exact. Ça doit commencer quelque part. Et pour moi, c'est quelque part, ça doit commencer avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça ne sert à rien d'aller dans des ambassades, à Londres. Quand c'est son tour, on proclame la rupture, c'est ça? Non, ce n'est pas Quand c'était le tour de l'autre, il devait faire... Ce n'est pas seulement à lui. C'est pour notre nation. Mais pourquoi lui va partir dans 5 ans. Les autres lui va partir dans 5 ans. Accorder à Tshisekedi, c'est que lui a refusé. Lui va partir en 5 ans. Peut-être ça serait moi, ça serait quelqu'un d'autre. Est-ce que nous devons continuer avec toute cette humiliation? Donc vous demandez aux autres d'être un peu plus larges à l'endroit de Tshisekedi. Je demande à tous les jeunes qui accèdent au pouvoir comme moi, de ne pas, à la politique plutôt, comme moi, de ne pas trouver la politique comme une profession, mais plutôt de le trouver comme un cadre de réflexion et de changement de nos lois pour le développement de notre nation. Développement de notre nation, on va parler de développement d'un espace, mais rapidement, on est au niveau du processus électoral. Les élections, selon Denis Kadima, vont se faire le 20 décembre. Ça risque de se faire sans le FCC, sans un certain Martin Fayoulou. C'est bon, on y va. Oui, il faut... avec les réticences de l'Église catholique, c'est bon, on y va quand même. Mais madame, nous sommes un État démocratique par l'appellation et par la Constitution. Ça allait être compliqué si
les régimes en place disent que vous ne participez pas. Mais c'est eux-mêmes qui ont choisi de ne pas participer. Mais nous avons ensemble, nous avons Envol, nous avons LGD et nous avons les autres. Pourquoi ils ont préféré aligner leurs candidats? C'est parce qu'ils ont ce droit démocratique de s'exprimer. Les FCC, les ASID, catholiques, c'est la société civile. Ils ne sont pas contre les élections. Ils peuvent mettre leur point de vue, mais ils ne sont pas acteurs dans le processus. Vous comprenez? Et même ont compris qu'il ne fallait pas. Moi, je ne pense pas que c'est un problème de loi ou des individus qui sont dans les systèmes. L'FCC a peur de l'héritage qu'ils ont cédé à M. Félix. Parce que des lois que Félix a héritées pour gouverner cette République et émanaient des efforts des FCC parce qu'ils avaient tout fait pour que Joseph Kabila soit le père éternel de notre gouvernance. Ils n'ont pas vu venir le départ de Joseph Kabila. Même s'ils pouvaient le voir en dernière minute, ils avaient encore des chances pour faire des réformes. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Et même, ils se retrouvent maintenant à cet obstacle. Et maintenant, ils créent d'autres raisons pour ne pas dire que non. Ils savent que même si nous mettons l'argent, ça serait l'argent jeté. Premièrement, la population qui les a sanctionnés en 2018 n'a pas oublié. Vous voyez, tous ces projets qu'ils ont promis, les gens, ils ont transformé nos villes à des albums photos que nous n'avons jamais vus. La population n'a jamais vu. L'argent public qui a été décaissé pour des grands projets n'a jamais été réalisé. Eh bien, je ne pense pas que ces personnes méritent encore la confiance de la population pour revenir à gérer encore ce pays. On dit que l'Union sacrée n'est pas un exemple en la matière, hein, de détournement, de corruption, des projets non réalisés ou pas bien réalisés. Vous n'avez pas de leçon à donner au FCC. Mais si vous comparez les 3 ans de la gestion de l'Union sacrée et 18 ans, madame, il y a quand même de quoi dire. Vous et moi, quand on passait Ilenguès, est-ce qu'on pouvait passer Ilenguès à l'époque, les 18 ans? Est-ce que vous et moi, on pouvait faire la route ici jusqu'à Kananga? Bien qu'une partie a été faite par les régimes passés. Mais la continuité, est-ce que les paix que nous avons vues, l'éclairage public seulement, dans notre ville Kinshasa, ça a existé pendant 18 ans. Donc, nous ne devons pas continuer à croire que la population sera toujours ignorante de la réalité. La population a compris que les 3 ans vaut mieux que 18 ans, raison pour laquelle elle est prête pour donner le deuxième mandat. Ah, ça, on ne le sait pas encore. On en saura un peu plus après les élections de 20 décembre prochain que quand on organisait la CENI. On parlait tout à l'heure du développement et aujourd'hui on a dit focus quand même, on va parler du développement de nos provinces. Vous êtes élu d'Ndemba, nous sommes dans la circonscription de Ndemba, territoire de Ndemba, circonscription de Ndemba, territoire de Kasaï central. Le Kasaï, l'espace Kasaï, c'est l'espace, c'est un espace à problème. Rien ne va, je suis de là, vous n'avez rien fait dans les Kasaï, Aujourd'hui, au moins, nous avons pris conscience qu'il était temps de rentrer chez nous. Oui, après que les autres aient crié, rentrez chez vous, construisez chez vous, quoi. Mais même chez les autres aussi, les Kassaïens ont contribué. Au contraire, Congo, c'est pour tout le monde. Même si entre nous, bon, moi, j'aime pas, je dis toujours aux amis, c'est des blagues sociologiques. Vous voyez. Parce qu'avec l'intermariage que nous avons fait, c'est difficile aujourd'hui de dire que chez les autres. Parce que je peux aller aussi vivre chez le Bayom, mais mon épouse est de là. Je dirais toujours chez moi. Mais dans l'ensemble, nous avons pensé qu'il était temps quand même de faire demi-tour, aller voir là où nos ancêtres nous ont légué et voir les opportunités pour améliorer la situation. Mais nous ne le faisons pas parce que les autres nous critiquent, mais nous le faisons parce que nous trouvons qu'effectivement, nous avons oublié ces contrées de la République. Et peu importe ce que vous êtes, vous pouvez être Mkongo, Mungala, Muluba, vous avez cette ouverture d'aller investir aussi ailleurs. Parce que, chose que j'aime des ressortissants du Kasaï, parce qu'ils sont partout. Vous les trouvez partout. Commerce, enseignement, médecine, ils ne sont pas complexés.
Oui. Et je pense qu'il est temps aussi à tout le monde de rentrer faire quelque chose, même au Kasaï. Vous qu'est-ce que vous avez fait au Kasaï? Personnellement, il y a... Est-ce que vous avez même une... Qu'est-ce que vous avez fait dans le Kasaï, chez vous, dans le territoire, dans la circonscription où vous êtes candidat? Qu'est-ce qui a été fait? Bon, pour moi, ce que j'ai amené, au-delà de ce que j'ai trouvé, des projets individualistes, hein, c'est-à-dire que vous construisez votre maison, vous faites une école privée, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas voulu aller dans ce genre d'approche. Moi, j'ai préféré donner quelque chose qui va donner l'impulsion du développement. Et j'ai construit un micro-barrage électrique sur les rivières Katusenga, dans les territoires Donc, vous, un individu, oui. Vous êtes arrivé à construire, ou vous êtes en train, je ne sais pas, vous allez me expliquer, oui. Un barrage, et ça n'a jamais existé, il n'y a pas de barrage à Ndemba. Ça n'a jamais existé, c'est la toute première fois. En 4 ans, Tshisekedi n'a pas construit un barrage à Ndemba. Il y a des projets dans ce sens-là. Mais moi, en tant que Jean Bonner, pour contribuer à la vision du chef de l'État, encourager des réformes que nous avons tous boostées pour que nous puissions avoir la loi sur l'électrification rurale, eh bien, j'ai construit le micro-barrage qui produit 10 MW d'énergie électrique à électrifier tous les 7 secteurs de notre territoire. C'est combien de maisons à peu près, 10 MW? Nous allons donner jusqu'en mois de décembre plus de 25 000 ménages, des hôpitaux, des minoteries et toutes les activités commerciales qui peuvent être dans les cités au territoire de Demba. Mais l'objectif, c'est vraiment arriver à éclairer tous les 7 secteurs qui constituent notre territoire afin de booster les opportunités économiques et culturelles de la population de ces coins et aussi permettre à cette population de larguer cette complexe, de croire que s'il faut vivre l'éclairage, il faut venir à Kinshasa. Tandis qu'à leur niveau, ils peuvent aussi en avoir. Donc vous, un individu, déjà ça vous a coûté combien? C'est indice. Donc l'individu, vous arrivez, c'est-à-dire à travers votre projet, vous arriverez à doter 25 000 ménages des courants électriques. Donc l'État congolais n'est pas capable de faire des tels travaux. Non, l'État, il est toujours capable. C'est les animateurs qui animent les institutions de l'État. Peut-être qu'il peut y avoir aussi certains obstacles pour décider dans ce sens-là. Mais nous, en tant qu'individus, nous le faisons parce qu'il y a des cadres légaux aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Et nous le faisons aussi dans le cadre de nos organisations sans but lucratif pour accompagner les efforts de l'État. Comme vous savez, aujourd'hui, en 21e siècle, nous ne pouvons plus espérer croire que l'État congolais peut tout faire. Même en Europe, là où nous avons étudié, nous avons travaillé, c'est plus des petites et moyennes entreprises, des locaux qui fournissent plus d'emplois et qui créent des recettes économiques importantes pour des communes et des municipalités qui fait la fierté de ce coin-là. Moi, je pense que l'État fait ce qu'il pouvait faire. C'est lui d'abord de décentraliser la SNEL et permettre aussi aux particuliers moraux ou personnes physiques à investir dans ce secteur-là. Et pour moi, l'État a fait bien son travail. En tout cas, peut-être vous avez fait ça pour essayer de participer au développement, mais c'est aussi des visées électoralistes. Bon, nous avons commencé il y a plus de 2 ans, dans l'idée, pas vraiment dans l'idée que ça sera associé. Vous alliez être candidat déjà au président, vous êtes dit... malheureusement, je viens du contexte un peu différent. Vous savez, la communauté internationale gérait tout un département lié à la coopération internationale ne nous donne pas cet esprit politicien à celui de quoi que si vous faites le développement, vous devez nécessairement avoir des gains politiques, pas du tout. Nous le faisons parce que nous voulons vraiment développer ces contrées-là. Et au-delà même de l'électricité, il y a 250 hectares que nous commençons d'ici 3 semaines à commencer l'agro-business pour aussi renforcer les liens entre l'énergie électrique et aussi la malnutrition et la consommation bio de nos produits agricoles.
On parlera de tous ces sujets dès qu'on va lancer la nouvelle émission relative à la campagne électorale en marge des élections qui vont suivre. Mais déjà, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de Kasaï Central, de l'espace Kasaï. Il n'y aura pas d'invités kasaïens. Hein, on parlera de nos provinces dans le cadre de des prochaines élections qui se profilent. On posera aux uns aux autres la question de savoir pourquoi je suis candidat et qu'est-ce que je compte faire pour booster le développement de ma contrée. Jean Bonheur Congolo, Pandé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Modia pour l'invitation. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité en attendant, prenez soin de vous.